Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce vendredi 15 avril. Je vous en parlais hier, la colère des parents gronde concernant les fermetures de classes annoncées à Gué-de-Vénier, aussi bien à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. De nouveaux logements sont en construction dans le quartier, ce qui laisse supposer une augmentation des élèves inscrits à la rentrée prochaine. Session du Conseil général du Loir-et-Cher ce matin à Blois, une session marquée une fois de plus par les tensions entre majorité et opposition. Et puis elle s'appelle Cécile Delhommeux et nous conte des histoires au bord de la mare. C'est la compagnie Cano Lopez qui organise l'événement Un jour de fête. Durant toute la journée de samedi, nous avons suivi les répétitions. L'école maternelle Gué-de-Vénier inquiète les parents d'élèves suite à la nouvelle sectorisation faite par le maire de la commune. La classe de maternelle a fermé ses portes. Actuellement, 92 élèves sont inscrits, sans compter les enfants du voyage. Mais il se pourrait bien que ce nombre évolue puisque de nouveaux logements en construction dans le quartier sont attendus pour la rentrée prochaine. Même combat pour l'école primaire qui se trouve juste à côté. L'association des parents d'élèves souhaite au plus vite une étude de leur cas par l'inspectrice d'académie qui s'est exprimée en fin d'après-midi. Julien Gauthier. Au programme de cette journée de classe un peu particulière à Vénier, petit problème mathématique. Combien faudrait-il d'enfants supplémentaires inscrits en maternelle pour éviter la fermeture de classe annoncée pour la rentrée 2011 ? Actuellement, nous avons inscrit 92 élèves. Il nous en faudrait 96 pour que nous ne fermions pas une 4e classe. Donc tous les parents se sont mobilisés ce matin ainsi que les enfants pour conserver notre 4e classe dans des conditions de travail respectables pour tout le monde. Juste à côté, dans l'école élémentaire, le problème est quasiment le même. 188 enfants sont inscrits, il en faudrait seulement 5 de plus pour déclencher une ouverture de classe. Les parents d'élèves souhaitent sortir de cette notion de quota et demandent une création d'office avec un argument de poids pour préserver la qualité de la scolarité de leur enfant. Actuellement, elle se fait dans de bonnes conditions. Maintenant, la crainte est pour l'année prochaine puisque les classes seront complètement surchargées. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des constructions en cours. Un lotissement flambant neuf qui sort de terre juste en face de l'école. 29 maisons plus une résidence et autant de familles prêtes à venir s'y installer. Toute la zone pavillonnaire, c'est-à-dire une trentaine de maisons, seront pour 10 d'entre eux, un tiers, disponibles dès le mois d'août et puis les 2 autres tiers dès le mois d'octobre. Donc vous voyez qu'on joue sur une disponibilité à 2 mois près. J'ai prévenu plusieurs fois le rectorat et je pense que ça peut jouer dans notre sens. Les parents d'élèves ont rassemblé 250 signatures sur leur pétition. Et le cri des enfants résonne comme un dernier appel. La décision définitive revient quant à elle à l'inspecteur d'académie. L'inspection académique se prononcera au mois de septembre sur le cas de cette école. Elle attend en fait de connaître le nombre d'élèves qui seront inscrits à la rentrée prochaine. Et puis concernant la carte scolaire du premier degré en Indre-et-Loire, les syndicats FO et FSUE-SNUPP ont voté contre. Vous le voyez, 33 fermetures sont prévues, 10 ouvertures, 9 ouvertures qui seront à confirmer et puis 15 classes en mesure de blocage pour l'instant. Le château de Chambord en proie aux flammes ce matin. À l'origine, un feu dans un conduit de cheminée allumé pour les besoins du tournage de l'émission Secret d'Histoire, présentée par Stéphane Bern. Une quarantaine de pompiers étaient sur place. La hauteur du conduit a nécessité l'intervention du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, des sapeurs-pompiers spécialisés. Le feu a pu être maîtrisé rapidement. Les visiteurs du château ainsi que le personnel ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessés. Le château a réouvert ses portes dès 14h30. Le travail des pompiers a pris fin, lui, sur les coups de 16h30. Du nouveau pour la CCV, à la veille de ce grand chantier, la communauté de communes du Vouvrion remettait aujourd'hui au préfet un mémorandum. Objectif, l'alerter sur l'équilibre entre l'agglomération et le département menacé par l'éclatement du Vouvrion. Un air de réconciliation au Conseil général du Loir-et-Cher. Ce matin, les conseillers se réunissaient pour une nouvelle session. Dans une ambiance tendue, il semble que certains n'aient pas oublié les dernières esclandres lors de l'intronisation du président Maurice Leroy. Sébastien Branger. Quelques sourires et de francs serrages de main. L'ambiance était à la réconciliation au Conseil général du Loir-et-Cher. Il faut dire que lors de la dernière séance, les élus PS avaient quitté la salle suite à une diatribe de Claude Beaufils fustigeant l'attitude du PS lors de la campagne pour les cantonales.
Aujourd'hui, à l'ouverture de la séance, le président du Conseil général, Maurice Leroy, a dégainé une citation de Victor Hugo en guise de calumet de la paix. Mais à gauche, on ne la saisit que du bout des lèvres. Le président Leroy, effectivement, a fait allusion à Victor Hugo et à une mer apaisée. Ça nous va très bien. Simplement, je voudrais rappeler que le déchaînement de la mer, la fois dernière, c'était lui qui l'avait organisé. Donc, à partir du moment où on peut travailler, évidemment, dans un rapport de confiance et de dialogue, tout en étant, bien sûr, à défendre nos propres points de vue, et c'est du débat que naîtront les solutions. Maurice Leroy n'ayant pas souhaité répondre à nos questions, on est en droit de se demander si les relations entre sa majorité et l'opposition ne seraient pas entachées par le sceau de la défiance mutuelle. Il n'y a pas de raison que ça entache nos relations. Nous sommes dans un rôle politique. La fois dernière, il y avait eu un peu de mise en scène. On sait bien que ça fait partie du jeu politique, c'est pas celui qu'en particulier j'apprécie moi-même. Donc nous avons voulu le signifier, mais nous avons humainement des relations courtoises et cordiales. Nous nous comprenons et nous travaillons ensemble. Je pense qu'on pourra continuer à le faire, ce qui n'empêchera pas que nous ayons de vraies oppositions. Une opposition qui pousse son coup de gueule et une majorité pas très bavarde, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au Conseil général du Loir-et-Cher. Le conseil municipal de Blois réclame d'une seule voix un audit concernant les installations nucléaires en France. Les élus blésois sont tous d'accord sur un point. Il faut à présent privilégier de nouveaux modes de production. Je vous propose d'écouter la réaction de Marc Grécourt, maire de Blois, sur cette question. Je crois que c'est une position en effet politique, mais qui répond aussi à tout ce que l'on a pu entendre ici ou là des citoyens français, mais bien au-delà, sur la planète tout entière à la suite de cette catastrophe, avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'attentes et d'espérances des pouvoirs publics. Donc je crois que la France, de par l'expérience qu'elle a dans le domaine nucléaire, se doit aussi de montrer l'exemple, je crois, au niveau international sur cette question. Et il nous faut interpeller, nous, collectivités territoriales, les politiques. Propos recueillis par Sébastien Branger. Le pays de la Touraine du Sud, labellisé pôle d'excellence rurale. Depuis 2009, les communes du Grand Ligueois, Montrésor, Loches et la Touraine du Sud développent leur filière énergétique à partir de biomasse. Grâce à ce label, les 4 communautés de communes recevront une enveloppe de 870 000 € afin de soutenir le développement dans cette filière écologique. Exemple à Génillé, où Maxime Kemener est allé à la rencontre d'un forestier. Le projet est né en 2007. Il s'agit de fabriquer des plaquettes forestières à partir de bois de récupération. Brûlées dans des chaudières adaptées, elles permettent de produire de l'électricité sans utiliser d'énergie fossile. Une démarche 100% écolo qui a reçu le soutien de l'État. Une dotation de près de 800 000 € devrait être versée pour soutenir le projet. Le fait de labelliser cette réflexion commencée en 2007 va nous permettre d'investir. Parce que jusqu'à présent, on a restreint volontairement les investissements. On est entrepreneur de travaux agricoles, donc on a fait de la plaquette un peu avec notre matériel, de manière à ne pas s'engager dans une filière qui n'aurait pas eu d'avenir. Objectif, mettre en place un circuit court de production et de consommation d'énergie renouvelable. La biomasse provient des forêts alentours et elle doit alimenter des chaudières de la région. Cette Touraine du Sud a des atouts, et notamment la ruralité et ce territoire forestier qui était sous-exploité, et par le biais de ce contrat, redévelopper une filière tout à fait nouvelle et innovante. Cette année, 300 tonnes de plaquettes sortiront de l'entreprise de M. Flamand. En améliorant ses équipements, il devrait pouvoir mieux répondre à la demande des particuliers et ainsi tripler sa production. Un nouvel étal 4 étoiles à Tours, le 2e de la ville. Il s'agit du château Belmont qui vient remplacer l'ancien restaurant du chef étoilé Jean Bardet. Un site particulier puisqu'une résidence pour seniors va ouvrir ses portes juste à côté. Au total, les travaux auront coûté 15 millions € pour 65 chambres comprises entre 200 et 400 € la nuit. On écoute le directeur du groupe Domitis en charge du projet, Frédéric Walter.
Tours est une ville qui fait l'objet d'une belle demande, à la fois pour les séminaires, les rencontres. Il se passe souvent des choses à Tours. C'est aussi une ville qui est un peu le centre, le point de rendez-vous des gens qui veulent découvrir les châteaux de la Loire et cette belle région. Nous, on a senti en tout cas au niveau des autorités touristiques notamment un très bon accueil. Le fait de rajouter 65 chambres 4 étoiles sur le marché de Tours, je pense que ça ne peut que favoriser l'ensemble de l'activité dans le domaine hôtelier de la ville. Propos recueillis par Florent Carrière. Et juste avant de finir ce journal, je vous propose de partir à la rencontre d'une conteuse, Cécile Delhomeau. La pièce qu'elle défendra sur scène demain après-midi au Plessis Théâtre s'intitule Au bord de la mare. Une journée placée sous le signe d'un jour de fête organisée par la compagnie Cano Lopez. Amoureuse des mots, Cécile Delhomeau nous transporte dans un monde imaginaire. Maxime Kemener et Arumsak Mifezon l'ont suivi lors de ses répétitions cet après-midi. Le château du Plessis pris d'assaut par les femmes. Contes, pièces de théâtre et concerts sont au programme pour rendre hommage au beau sexe. La scène dirigée par Cano Lopez a convié des artistes de différents horizons pour proposer une expérience qui va plus loin que le théâtre. Au-delà d'un texte théâtral, au-delà d'une thématique abordée, on a avant tout affaire à des êtres humains qui sont dans la recherche de l'échange, du partage et de la passion, quoi. Et Cécile correspond parfaitement aux objectifs que nous souhaitons mettre en place au Plessis. La grenouille chante d'un timbre batracien si curieux pendant 3 jours et 3 nuits. Dans Au bord de la mare, Cécile Delhomeau évoque les légendes qui entourent ces trous d'eau à travers l'histoire d'une grand-mère racontée à sa petite fille. Rapidement, l'histoire se transforme en une enquête qui tient le public en haleine. Il a envie de savoir, puisque aussi voilà, il y a une enquête policière, donc j'essaye de les mener par le bout du nez et voilà, et de les emmener avec moi. On va descendre un peu dans nos chaussettes. Une histoire qui touche les femmes de toutes les générations, sombre et complexe. Elle explore la difficulté du passage à l'âge adulte. Et pour finir ce journal, pourquoi pas un week-end au vert? Si vous n'avez pas encore d'idée, regardez l'agenda du week-end qui vous est présenté par Marion Rabault. Bonjour à tous, à noter dans vos tablettes la 14e édition du Week-end Vert proposée par la ville de Jouy-les-Tours qui vous invite à une balade éco-citoyenne et pédagogique pendant 2 jours avec notamment des expositions ainsi que l'ouverture des serres municipales et de la maison de l'environnement. Pour les amateurs de produits bio, c'est aussi l'occasion d'acheter bio sur place et également des produits et matériaux écologiques pour la maison. Toujours côté nature, on part en week-end à Saint-Avertin avec la fête de la nature. Lors de ce 10e rendez-vous, animations artistiques et gourmandes ponctueront votre balade. Pour les mains vertes comme pour les promeneurs, c'est l'occasion de trouver diverses plantes au château de Congé. Les enfants sont également honorés avec des promenades en calèche et à poney. Une nouveauté cette année, c'est l'installation d'un bar à lait et d'une ferme tourangelle. Avec le réseau d'agritourisme Bienvenue à la ferme, 24 exploitants du département ouvrent leurs portes au grand public pour la 5e fois. Cette opération permet à l'Indre-et-Loire de révéler ses produits locaux. À travers visites guidées et animations, petits et grands pourront découvrir les différentes variétés d'élevage, une plantation de chênes truffiers et déguster des produits faits maison. On termine cet agenda avec la 22e édition de la foire de printemps à Amboise. Chaque année, plus de 25 000 visiteurs sont attendus pour une centaine d'exposants. Ces stands sont multiples et diverses, allant des métiers du bâtiment à la restauration, en passant par l'aménagement de l'habitat, l'énergie, les services et la fête foraine. De nombreux spectacles et animations auront lieu durant ces 3 jours. Un hommage à Jean Ferrat sera également rendu. Voilà, c'est la fin de cet agenda. Bon week-end. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'invité de la rédaction ce soir est Philippe Besson. Il vient nous présenter son tout dernier livre, Parmi les hommes. À tout de suite.